Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis super contente. Il fait pas beau pourtant et vous savez mon amour pour le soleil. Je reçois une personne que je suis sur Instagram depuis quelques mois. J'apprécie beaucoup son projet et j'avais envie de la découvrir à travers ce podcast. Bonjour Flore. Bonjour Léa. Comment vas-tu Flore ? Comment te sens-tu en ce moment ? Ça va super malgré le temps comme tu dis. On attend un peu de soleil. Là, c'est le soleil de ma journée aujourd'hui, ce podcast. Donc, ça va super. J'adore. Trop mignonne. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que Flore, tu peux te présenter pour les auditeurs auditrices qui ne te connaîtraient pas encore ? Bien sûr. Donc je m'appelle Flore, j'ai 23 ans, je suis un petit bébé et je suis la fondatrice de Marmelade Paris, qui est une marque de lingerie pour les bonnets D+, qui sort en septembre. Trop bien, trop bien. Moi, j'ai invité Flore parce que je pense que j'étais dans le ciblage je suis tombée par hasard sur ton contenu et j'ai une poitrine forte et j'ai du mal parfois à trouver des soutiens-gorge et donc c'est pour ça que le projet de Marmelade m'a énormément parlé. Je trouve que c'est cool aussi d'ouvrir un peu tout ça. Les soutiens-gorge, c'est pas fait que pour les petites poitrines. Moi, j'ai toujours vécu dans l'ombre de mes copines qui avaient une petite poitrine et qui pouvaient aller chez Princesse Tam Tam et qui mettaient des triangles sans armature. Et voilà, moi, j'ai toujours souffert de ça. Donc c'est pour ça que le projet de Marmelade m'a bien parlé sur l'acceptation de soi, j'allais dire body positive, mais j'aime plus trop ce thème. Moi, je suis plus adepte du neutral body, qui est plus vivre avec son corps plutôt que de l'aimer chaque jour, parce que c'est hyper compliqué d'aimer son corps chaque jour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu inviter Flore aujourd'hui. Trop bien. Et oui, c'est vraiment un peu la philosophie de Marmelade, c'est on a envie d'avoir la même lingerie que ses copines qui ont une petite poitrine. Il n'y a pas à avoir de différence parce qu'on a une forte poitrine. Et on a les mêmes attentes, en fait, que nos copines qui ont une petite poitrine. On veut le même style, on veut le même confort, on veut pas de compromis. Et je suis d'accord un peu avec cet aspect de neutral positif. C'est que, en fait, moi, je veux un peu banaliser le fait d'avoir une forte poitrine. De pas devoir aller dans un magasin spécialisé pour trouver de la lingerie. Mais juste qu'en fait, ça soit au coin de la rue, t'en trouves comme les personnes qui ont moins de poitrine. Ouais, c'est trop chouette, c'est trop bien. Et puis, on se sent moins exclu. Moi, pour faire un 44, 46, même en vêtements, maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais tu vois, dans les magasins, t'as toujours ce truc-là de devoir demander s'ils ont la taille du dessus. Notamment, il y a des enseignes qui font des tailles 46, mais qui ne les mettent même pas en rayon. Et du coup, tu dois aller demander. Enfin, il y a toujours ce truc-là de, tu te sens un peu, je sais pas pointé du doigt, mais tu te sens différent, alors qu'au final, et je me dis. Alors que c'est pas du tout. Exactement, et une fille beaucoup plus ronde que moi, je me mets toujours à la place des autres aussi. Je me dis ça doit être encore pire, et tu vois, moi j'ai envie juste que ce soit normal de pouvoir aller faire les magasins. Moi, ça fait plusieurs années que je ne vais plus faire les magasins parce que je sais pas, le regard des vendeuses parfois est un peu trop prenant. Il y a des vendeuses qui se permettent de faire des commentaires sur non, ça, vu votre morphologie, je mettrai pas ça. Non, en fait, tu vois, tous ces petits commentaires. Du coup, j'achète en ligne, j'essaye dans mon coin, si ça me va pas, je renvoie, et voilà. Et du coup, je trouve ça trop cool qu'avec des marques comme la tienne, ce soit un peu plus normalisé de faire une taille E. Moi, tu vois, en soutien-gorge, je peux faire jusqu'à du F, du G selon les modèles. En plus, on connaît pas du tout notre corps, on connaît pas du tout personne connaît notre ta taille. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu le casse-tête, ça aussi. D'ailleurs, il y a un super compte Instagram, j'ai plus le nom de la personne, mais qui
qui donne des conseils justement pour apprendre à mesurer sa poitrine. J'essaierai de le donner. Charlène. Ouais, Ah, Charlène, peut-être, voilà, Charlène, exactement. Et je trouve que Mm. c'est trop bien aussi. Je sais pas, elle décomplexe aussi ce truc-là de, c'est pas grave si on va dans les bonnets plus hauts, même pour des filles qui ont des plus petites poitrines. Et je trouve ça trop bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, merci pour ton travail et trop hâte que Marmelade sorte en vrai. Ça va être trop bien. Tu dois avoir trop hâte. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Ça fait plus d'un an et demi que je travaille dessus. Donc là, j'ai hâte que tout le travail soit reçu, soit porté par d'autres personnes et voit enfin le jour. Donc vraiment, je croise les doigts pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas encore de retard, parce qu'il y a toujours du retard. Mais oui. Ouais, j'ai carrément hâte. Je vais te poser la première question du podcast. Je sais pas si tu as pu y réfléchir, parce que je sais que tu as écouté des petits épisodes avant qu'on se rencontre. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de la gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien ? Oui, justement, j'y ai réfléchi un peu parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose de très naturel. Enfin, j'avais jamais vraiment conscientisé la gentillesse et je m'étais jamais posé cette question-là. Et du coup, en y réfléchissant un peu, je me suis dit, pour moi, la meilleure définition, c'est que c'est un peu un mélange de bienveillance et d'empathie. C'est que tu fais tout pour que l'autre soit heureux et t'es heureux aussi pour lui. Et c'est un peu ce mélange des deux choses. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je cherche dans mon entourage et c'est même indispensable pour être dans mon entourage, c'est vraiment avoir cette gentillesse. J'ai jamais été la team d'aimer les bad boys, vraiment, c'est pas pour moi. Et ouais, je pense que c'est vraiment l'une des plus belles qualités qui malheureusement parfois peut être jugée en mode... c'est un peu dans le titre de ton podcast, tu vois, trop bonne, trop cool, un peu la bonne poire, etc. Mais moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Et quand la gentillesse... elle a plein de définitions différentes, elle se traduit par plein de manières. Je pense qu'il faut aussi pas forcément toujours confondre la gentillesse et la timidité, mais on peut toujours évoluer et atteindre ses objectifs avec la gentillesse. Ça, je suis sûre que moi, ce qui fait atteindre tes objectifs, c'est aussi la gentillesse et c'est ultra important. Et voilà, je pense que pour moi, c'est ça la définition de la gentillesse. Et comment ça s'incarne du coup dans ton quotidien avec tes proches, dans le monde du travail ? Enfin, comment la gentillesse transparaît au quotidien chez toi ? Alors, je pense que j'ai pas la même gentillesse dans le travail, dans le pro et le perso. Dans le perso, c'est vraiment pour moi la gentillesse, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est savoir s'adapter à l'autre en fait. Si tu sais que par exemple quelqu'un est un peu plus sensible, si tu veux lui dire quelque chose, c'est s'adapter à son fonctionnement et adapter la forme. Il y a le même fond, mais t'adaptes la forme. Et ça, déjà, je trouve que c'est hyper important et dans la gentillesse, ça en fait partie. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire auprès de mes amis et ce que j'attends d'eux, entre guillemets, même si on peut pas forcément attendre quelque chose de tout le monde et on s'en rend compte, mais d'avoir de l'empathie envers l'autre et d'être surtout cette bienveillance. Pour moi, vraiment, la bienveillance, c'est primordial dans ma vie et d'être heureux tout simplement pour l'autre, en fait. Et dans le pro, j'ai dû un peu modifier ma gentillesse, entre guillemets, l'adapter. Ouais, mais c'est intéressant. Parce que, en fait, justement, les gens peuvent confondre gentillesse et faiblesse ou manque de confiance, etc. Et j'étais très timide avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette timidité parce que ça pouvait me faire défaut. Enfin, je pouvais manquer des occasions. Mais j'ai toujours voulu garder cette gentillesse, mais du coup, j'ai dû quand même me montrer assez sûre de moi et pas laisser tout passer et savoir dire non. Mais tout en gardant cette gentillesse. Aujourd'hui, je travaille qu'avec des personnes ultra gentilles, ultra bienveillantes, et c'est comme ça que je choisis. Mais que ce soit mon directeur d'usine, que ma styliste, c'est vraiment primordial pour moi. C'est l'un des critères, c'est que vraiment il y ait cette bienveillance et cette gentillesse et que tout le monde soit là pour s'aider et s'apporter. Mais par contre, il faut aussi savoir dire non et pas tout accepter, parce qu'au début j'ai pu le faire et en fait ça s'est mal passé, parce que quand on sait pas dire non, on peut se faire avoir entre guillemets, mais plutôt au niveau pro. Je pense qu'au niveau perso il faut savoir dire non, mais et j'ai plein de fois j'ai pas su dire non, mais j'ai pas de regrets, parce que je pense qu'à ce moment-là je pensais que c'était la meilleure des solutions et je pense il y a un peu un côté karma où ça nous apportera toujours plus d'être trop gentil que trop méchante.
Ouais, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Il y a plein de questions qui me viennent dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant. La première, ce serait comment justement t'as basculé vers le non. Enfin, tu vois, où tu disais qu'au début tu disais beaucoup oui et tout ça. Comment tu peux l'expliquer qu'à un moment donné tu t'es dit là c'est stop, maintenant j'apprends à dire non. Enfin, tu vois, qu'est-ce que t'as mis en place concrètement pour réussir à dire non? Je pense que vraiment le déclic, ça a été la confiance en soi. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que j'avais vraiment pas confiance en moi. Et du coup, ma définition de la gentillesse à ce moment-là, c'était être discrète, ne pas faire de vagues, pouvoir s'adapter à tout le monde. Et en fait, enfin, j'avais trop d'empathie, je voulais pas gêner les personnes et je voulais que tout le monde apprécie ma compagnie. Et du coup, j'étais juste discrète et lisse, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, on est un peu obligé d'avoir confiance en soi. En tout cas, au début, c'était un peu la phrase genre fake it until you make it. Donc, j'avais pas confiance en moi, mais je me mettais dans un rôle, par exemple, avant d'appeler un fournisseur, quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Enfin, c'est des mecs qui ont 50 ans. Ouais, bien sûr. Il y a une posture différente aussi. Ouais, ouais. Ouais, voilà, et du coup, il faut arriver un peu à affirmer. Du coup, je me mettais dans un personnage, ok, Flore, à partir du moment où tu réponds à ce téléphone, t'es une autre personne, t'as hyper confiance en toi, alors que pas du tout. Je raccrochais, j'étais en pleurs, j'avais mis toute mon énergie. Mais en fait, à force de le faire, bah, t'y crois. Et du coup, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir pris confiance en moi et de me rendre compte que en fait, dire non, ça allait parfois plus t'apporter euh, que juste dire oui, oui à chaque fois, parce qu'à la fin, même, c'est de la frustration. Et moi, ça a été. J'ai beaucoup ressenti ce sentiment de frustration, de ne pas avoir réussi à dire non et de me dire, mais je m'en sens capable dans ma tête, mais j'arrive pas à passer le pas. Et du coup, au départ, se mettre dans ce personnage, ça m'a vachement aidé et aujourd'hui, je le fais beaucoup plus de manière naturelle. Ouais, c'est trop bien. Et le premier nom, est-ce que tu peux nous le raconter? Tu as un souvenir assez marquant de ça, de savoir la première fois où tu as osé vraiment dire non et un peu ce qui s'est passé, parce que moi, je te laisse réfléchir pendant ma question, mais moi, ce qui s'est passé, c'est que les premières fois où j'ai dit non, j'ai pas d'exemple concret, mais par contre, je me rappelle du sentiment que j'ai ressenti. Au début, j'étais un peu gênée, tu vois, j'y allais un peu sur la pointe des pieds de merde, j'ai osé dire non. Et après, je me suis auto-congratulée en mode le ciel n'est pas tombé sur ma tête et il s'est rien passé de grave. Et en plus, le fait de dire non, moi, ça me permet aussi d'arriver à mettre des limites et j'ai l'impression que les gens me respectent plus. Il y a un truc où, vu que les gens savent que je peux dire non, que j'ai cette capacité à dire non, ben les gens en abusent moins. Je sais pas si je suis très claire, mais quand tu dis oui, oui, oui à tout, ben les gens en fait ils ont pas de conscience de tes propres limites et du coup ils se permettent des dingueries, alors que si t'avais dit non dès le départ, ils auraient jamais fait tout ça, quoi. Mais je suis 100%, vraiment, je suis 100% d'accord. Et en plus, je trouve que savoir dire non, ça apporte aussi plus de valeur au oui. Et Ouais, quand tu c'est dis vrai. oui tout le temps, les gens, en fait, ils se rendent même plus compte que tu fais quelque chose de gentil, que tu leur rends service et que c'est sympa ce que tu fais. Donc, quand ils savent que tu peux dire non, ils se rendent compte aussi que le oui, il est important. Ouais, la valeur du oui, c'est vrai que c'est oui. La valeur du oui. Et je pense les premières fois où j'ai dit non, première fois, côté perso, c'était dans une relation d'amitié qui n'était pas vraiment saine, où je donnais beaucoup, beaucoup, mais trop en fait. Ouais. Je suis même allée voir un psy après cette amitié parce que, pas forcément à cause de la personne, c'est pas à cause de la personne, mais parce que j'avais trop donné de ma personne. Ouais. En fait, de savoir mettre des limites et de dire, ok, ça je suis prête à accepter, ça je suis prête à t'accompagner là-dedans et à donner sans recevoir, parce que parfois dans des relations, tu donnes sans recevoir, c'est pas grave, c'est des périodes et c'est comme ça et ça peut être l'inverse aussi. Mais juste de savoir mettre tes limites et ok, ça je suis capable, ça je suis pas capable, ça va trop m'impacter personnellement. Bah en fait, au final, ça a amélioré ma relation. Hey. Aujourd'hui, c'est des scènes, c'est des bases pardon, beaucoup plus saines. De chacun connaît ses limites et chacun sait ce qu'il peut demander à l'autre. Et c'est des limites qui peuvent bouger, et, évidemment, Ouais, bien sûr. c'est dans le marbre. Mais je pense qu'en fait, ça apporte beaucoup aussi de connaître ses limites et de savoir les mettre. Mais pour ça, il faut les connaître aussi. Et je pense que c'est aussi un travail de les connaître, en fait, de se rendre compte qu'on ne peut pas tout accepter. Et niveau pro, l'exemple qui me vient en tête, parce que en ce moment, j'ai une stagiaire, donc ça m'a fait penser à ça. Euh, c'est dur de manager et Ouais, la posture de manager aussi doit être dure, ouais, c'est clair. hyper dur et de dire à quelqu'un bah non, ce travail il est pas forcément bien.
Et j'avais déjà eu des stagiaires auparavant et j'avais pas réussi à dire ce non, ça me convient pas. C'était hyper dur pour moi. Ouais, je comprends tout Et, à fait. et en fait, je me rends compte qu'avec ma stagiaire actuelle, euh, que si elle écoute, je l'embrasse. Mais genre, je suis trop contente parce que ça se passe hyper bien et que j'ai réussi à aussi parfois dire bah non, en fait, ça convient pas. Et en fait, c'est comme ça qu'elle progresse et c'est comme C'est ça exactement qu'elle. ce que j'allais dire, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fait aussi progresser les gens de leur dire bah en fait, non, ça serait mieux si c'est comme ça et voilà. Et pas dire oui à tout. Et je pense que de toute façon, enfin moi tu vois j'avais un truc un peu ancré en moi de croyance de si on dit non c'est qu'on n'est pas gentil. Il y avait un truc tu vois Exactement. de je mélangeais un peu tout ça alors que là tu vois typiquement l'exemple de ta stagiaire c'est un super exemple parce que si tu lui avais pas dit que le rendu n'était pas quali, elle serait passée dans une autre entreprise et tu vois si jamais personne lui dit non à un moment donné elle va se prendre les pieds dans le tapis par quelqu'un qui n'est pas bienveillant, elle va se prendre un non hyper violent dans la tête alors que là toi j'imagine que t'as mis les formes, tu vois il y a des façons de dire non en fait c'est pas un non sec, c'est de la merde, tu refais, tu vois, tu lui expliques, il y a de la pédagogie, de la transmission, et en fait, c'est vraiment lui rendre service. Donc, moi, je me suis un peu réconciliée avec ça. Le non est pas forcément méchant. Enfin voilà, je sais pas, c'est un truc où je sais pas pourquoi j'ai grandi avec ça, mais j'avais l'impression que j'avais pas le droit de dire non, quoi. Oui, c'est ça, mais vraiment. Et je pense que je travaille encore un peu là-dessus sur le fait que le non n'est pas méchant. Mais en fait, aussi là-dedans, je pense enfin, moi, il y a beaucoup de choses où je projetais trop mes émotions sur les autres. Je me disais, si je lui dis non, ça va le blesser, il va être mal et tout. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais moi, est-ce que si on me dit ce non, je suis vexée? Est-ce que je suis mal si on me dit ce non? Bah, pas du tout. Et en fait, de trop projeter ses émotions et d'avoir trop d'empathie, et en fait, on interprète de la mauvaise manière, et de prendre un peu de recul là-dessus et se dire, mais non, en fait, comme tu disais, il va rien se passer si tu dis non. Limite, au contraire. Ouais, Et, c'est et clair. personne va mourir. Enfin, si c'est Mm. évidemment la forme est ultra importante et ça, je pense qu'il n'y a pas de sacrifice à faire là-dessus. La forme, on peut tout dire, mais la bonne manière. Des fois, on est dans la mauvaise énergie et ça sort pas comme on veut. Moi, je suis un peu la pro de ça parce que j'emmagasine beaucoup d'émotions, positives ou négatives, et parfois, j'arrive pas à les exprimer de la bonne manière et ça sort à un moment où c'est pas le bon timing. Je trouve qu'il y a une histoire de Oui, timing aussi. Et donc, des fois, faut se foutre un peu la paix aussi de se dire, moi, j'ai tendance à parfois dire une phrase, le regretter, refaire le scénario dans ma tête, je vois un peu, très tu bien. sais, Oh là là. m'arracher les cheveux en mode, tiens, pourquoi j'ai dit ça? Mais je suis une horrible personne et tout. Et je me dis, waouh, des fois, laisse-toi un peu tranquille, quoi, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Et puis, il faut être indulgente avec soi-même. Et je vois très bien le moment où tu as dit une phrase et pendant des semaines, je vais y repenser, mais pourquoi tu as dit ça et tout. Et oui, c'est sûr qu'il faut être hyper indulgente avec soi-même. On apprend, enfin, on grandit toute sa vie, on apprend toute sa vie et tout le monde, et en fait, tout le monde est un peu dans la même merde, quoi. Il y a des gens qui, même je pense que les gens qui paraissent très confiants en eux, enfin, un peu les grandes gueules, etc. Je pense qu'au final, on a tous les mêmes problèmes et on l'exprime pas de la même manière, mais on est tous dans la même Exactement. merde, quoi. Ouais, exactement. Et puis moi, tu vois, je me dis toujours, est-ce que moi, le fait que je me répète sans cesse la phrase que j'ai dit, est-ce que la personne l'a capté cette phrase? Est-ce que elle, ça lui fait du mal? Est-ce que, enfin, tu vois, je me dis, je me mets dans des étapes pour rien, ça se trouve. Et maintenant, j'essaye de faire un travail qui est pas évident. Mais si j'ai dit une phrase que je regrette et qui moi me perturbe, je le dis à la personne. Et même si c'est des semaines après, tu vois, je lui dis, ah, je suis désolée d'avoir dit ça. Et la personne en général me répond, oh non, mais je m'en souviens même plus. Enfin, tu vois, je sais même plus de quoi tu Ouais, parles et tout. Ou il y en a qui me disent ah ben c'est gentil de revenir dessus et tout. Et avant ça j'osais pas le faire parce que j'avais l'impression un peu comme ce que tu disais au début qu'il fallait que je sois lisse et un peu sans vague et en fait que si je revenais là-dessus c'était un peu mettre mon nez dans le caca quoi tu vois et du coup ça m'embêtait de remuer un truc qui était passé. ouais. Donc meilleure technique, la technique de l'autruche. Mais maintenant tu vois j'essaye de revenir dessus et de prendre mon courage à deux mains et de me dire bah non si toi ça te perturbe, ça te travaille, essaye de le remettre sur le tapis et puis tant pis si c'est un peu douloureux, si c'est pas agréable comme moment parce que voilà moi le conflit je le gère pas du tout donc si après ça dépasse un peu le cadre de ce que j'avais prévu bah tant pis j'aurais voilà c'est faut oser se lancer parfois mais voilà juste le redire aux gens des fois ça fait du bien aussi d'en reparler avec la personne à tête un peu reposée quoi. Mais c'est trop bien de faire ça. Et en vrai, je trouve ça hyper courageux d'aller voir la personne et lui dire, ok, de but en blanc, bah, je suis désolée d'avoir dit ça ou ça m'a gêné. Et je pense que c'est hyper important parce que tu te rends compte qu'en fait, soit la personne ne s'en rappelait pas, enfin, que c'était rien finalement et qu'on s'en est fait une montagne, mais on s'est fait une montagne seule.
Et franchement, c'est un bon tips. Je pense que je le ferai. Merci c'est du pas tips, facile, parce que... mine de rien, tu vois, moi j'ai 31 ans, hein, donc j'ai mis 30 ans avant de réussir à faire ce genre d'action-là, donc t'as un peu de temps devant toi, mais c'est vrai que voilà, ça coûte pas grand-chose, et puis des fois ça te désamorce une situation, enfin voilà, faut pas laisser pourrir les choses, et parfois on peut se brouiller avec une personne pour des broutilles, tu vois, une phrase qui est pas sortie comme on voudrait qu'elle sorte, et du coup je trouve ça trop dommage, surtout sur des gens avec qui la relation compte et on a envie de faire bien les choses et tout. Donc des fois oser, même si c'est des mois, des années après, revenir sur une petite phrase qui vous a échappé, ou même, je donne souvent cet exemple-là, mais moi j'avais un des amis de mon mec qui disait tout le temps chez toi, en parlant de mon mec, il disait pas chez vous, alors que c'était un appart où on habitait tous les deux et tout, et ça me vexait. Il y avait un truc où j'emmagasinais un peu ouais, j'étais vexée, je sais pas pourquoi, ça peut paraître un peu con, mais et quand on a déménagé, on a acheté une maison, et il continuait à dire chez Rémi, chez toi, machin, et du coup à un moment donné j'ai osé lui dire que bah non, c'est pas ok, moi j'aimerais bien qu'ils disent chez vous, parce que c'est chez mon mec et moi, et du coup il s'est excusé, il s'est senti un peu con et tout ça, et donc j'étais un peu fière de moi de réussir à lui dire après des années, ça fait au moins 5-6 ans qu'il disait chez toi et tout, et du coup voilà, maintenant il le sait qu'il faut faire attention, et tant pis s'il s'est dit que je pinaillais pour des trucs, je me dis au moins voilà, j'ai posé mes limites et j'ai expliqué ce que je ressentais, et ça m'a un peu coûté sur le coup, mais j'étais un peu fière de moi aussi. Ah, je comprends. Et à chaque fois, c'est des petites fiertés d'avoir réussi à dire quelque chose et d'avoir osé en parler. Et non, mais en vrai, il faut le faire. Et genre, même, c'est ça, même si tu dis, au pire, il va dire ça de moi, en fait, je préfère me dire, ok, la personne s'est dit, oh là là, je suis un peu relou, mais dans 2 secondes, il aura oublié, que moi, me travailler le cerveau pendant des semaines et me dire, mais ok, ça m'énerve qu'il me dise ça me vexe, mais ça me frustre de pas réussir à le dire. Et je trouve vraiment ce sentiment de frustration de pas oser dire quelque chose, il est plus fort que tout, il est tellement désagréable. Ouais, c'est clair, c'est pas un sentiment qu'on aime ressentir, et moi je crois que je le ressens beaucoup. La frustration, c'est quelque chose que je ressens assez fort, parce que j'ose pas toujours dire ce que je pense, de peur que ce soit mal interprété, de peur de ce qu'on pense de moi, de peur du jugement. Enfin, il y a plein de trucs, voilà, c'est assez compliqué, et c'est ma psy qui m'expliquait que c'est nos émotions à nous, et en fait le fait de les livrer, limite c'est plus sur nos épaules, on se soulage un peu petit à petit de choses qui nous font du mal. Moi j'ai l'impression que ça pourrit à l'intérieur, tu vois, il y a un truc vraiment pas sain qui prend des proportions énormes alors que ça devrait pas, et le fait juste de le dire sans mettre l'autre en porte-à-faux, hein, dire que c'est lui qui a mal fait les choses, juste dire comment toi tu l'as perçu et tout, je me suis rendu compte qu'en fait c'était vachement plus sain, et que moi ça m'évitait que mon cerveau tourne à 4 heures du matin en boucle sur une phrase que j'ai dit il y a 3 semaines, quoi, tu vois. Vraiment, mais je comprends tellement, je suis vraiment comme ça. Oui, et puis la frustration, en vrai, il n'y a rien de bon dans ce sentiment. Enfin, c'est un sentiment qu'on ressent beaucoup. Et moi, je sais que aussi, je le ressens vraiment beaucoup, ce sentiment. Et depuis que je suis toute petite, je ressens cette sensation parce que j'ai toujours voulu être lisse. J'avais 2 grandes sœurs qui faisaient beaucoup de bruit, qui faisaient un peu des problèmes. Et je voulais pas en rajouter. Je voulais être gentille pour mes parents, donc je voulais pas en rajouter. Donc toujours beaucoup de frustration. En fait, la frustration, après, ça crée de la colère. Et c'est jamais bon de ressentir la colère. Et c'est pas comme ça qu'on arrive. Enfin, je trouve que c'est un peu un obstacle pour s'accepter la colère. Je trouve, enfin, moi, là où j'ai réussi à avoir confiance en moi, c'est le jour où j'ai réussi à m'accepter. J'ai réussi à accepter le fait que j'étais sensible et qu'en fait, c'était pas un défaut, c'était une force, mais qu'il fallait bien l'utiliser de la bonne manière. Ouais. J'ai accepté, enfin, plein de choses et j'ai fait un peu plus la paix avec moi-même. Et aujourd'hui, évidemment, il y a encore plein de travail, il y a encore de la frustration, mais j'ai moins de frustration parce que j'ai réussi à dire plus les choses et du coup, j'ai moins de colère. Et du coup, en fait, je suis beaucoup plus apaisée avec moi-même et ça facilite beaucoup de choses. Ouais, ça fait vraiment du bien, et puis même dans les relations avec les autres, enfin j'imagine même avec tes parents, tes sœurs et tout ça, ça doit quand même apaiser beaucoup, parce que quand on est frustré et en colère avec soi-même et avec le monde entier, je pense qu'on s'exprime pas comme il faut non plus, quoi. Complètement. Je pense que c'est vraiment là où je peux m'énerver, enfin je m'énerve pas trop contre les gens et tout, mais les moments où tu as quelque chose qui te rappelle cette frustration et ça peut très vite me remettre en colère. Et je sais qu'avec ma famille, quand il y a des choses qui sont rien, qui sont minimes, mais ça va me rappeler un peu cette frustration-là, ça va vraiment toucher quelque chose d'intime. Ouais, c'est une goutte d'eau de plus, quoi. Ouais. Et c'est là où je peux avoir plus du mal à gérer cette frustration.
Et justement, comment tu la gères maintenant? Enfin, tu vois, comment ça a évolué aussi entre ton enfance, ton adolescence et tout ça? Est-ce que tu as vu une évolution justement de cette gestion de la frustration, de la colère? Je pense auprès de ma famille, pas vraiment. C'est encore un sujet qui peut être compliqué. Ouais. Parce que en fait, quand je suis avec ma famille, je redeviens un peu la petite fille que j'étais avant et avec tout ce qui va avec, le fait, par exemple, je suis beaucoup plus timide avec ma famille qu'avec mes amis. Je suis vraiment pas la même personne et du coup, il y a aussi cette frustration de pas réussir à être la personne que je suis avec mes copains, à pas réussir à avoir toujours cette timidité et pas vouloir faire trop de vagues et trop de problèmes. Mais par contre, je pense que avec mes amis, j'ai beaucoup plus travaillé là-dessus et j'ai osé dire les choses. En fait, même parfois, on n'ose pas dire des choses à des copains qu'on a depuis longtemps parce qu'on pense que c'est un mécanisme qu'il y a dans le groupe et que les choses sont comme ça et entre guillemets, on doit les subir. Et moi, j'ai un groupe de copains depuis 20 ans. Je suis un peu la sensible du groupe et la sensible et la gentille. Et du coup, eux, ils avaient un peu un mécanisme, ils ont tous assez confiance en eux, où ça pouvait pas mal se taquiner, on pouvait manquer un peu de bienveillance dans ce groupe, etc. Et en fait, j'ai réussi un jour à leur dire, en fait, moi, je fonctionne pas comme vous. Genre, je vous adore, je vous aime plus que tout, il n'y a pas de souci, mais je fonctionne pas comme vous. Et donc, je vous demande d'adapter, du coup, votre comportement quand vous êtes face à moi, entre guillemets. Donc, si vous avez des choses à me dire, moi, les taquineries, je sais pas répondre. J'ai aucune répartie. Ouais. Donc, si tu m'envoies un tacle, je ne sais pas répondre et je vais juste me vexer. Et en fait, c'est surtout que je vais même pas me vexer, mais ça va être frustrant parce que j'ai pas de répartie. Je vais pas savoir quoi te répondre. Ouais. Et voilà, s'il y a quelque chose à me dire, je l'entends très bien, mais mettez un peu plus les formes que vous le faites entre vous parce que vous n'avez pas besoin de mettre ces pincettes et ces formes, mais moi j'en ai besoin, je ressens le besoin. Donc, et ça a été, et maintenant c'est compris, ils savent très bien comment je fonctionne et trop bien. Il faut parfois mettre un peu plus les pincettes quand il faut me dire quelque chose de négatif. Mais ouais, de réussir à dire en fait aussi ce dont on a besoin. Et je pense que les gens l'entendent aussi. De dire, parce que les gens ne s'imaginent pas ce qui peut se passer dans nos têtes et surtout les personnes qui ont moins une grosse sensibilité comme ça peuvent même pas s'imaginer qu'on puisse penser ça. Moi, je sais que mon copain, il est l'opposé de moi là-dessus. Ouais. Et en fait, il s'imaginait pas une seconde que je peux avoir tout ça dans ma tête et réfléchir à tout ça et à me rappeler une phrase que j'ai dit il y a 3 semaines et me dire pourquoi j'ai dit ça. Et du coup, en fait, si on leur explique pas et si on prend pas le temps de dire ses besoins, le schéma va rester le même en fait. Oui, c'est vrai. Et justement, comment ils l'ont reçu, tes potes, le fait qu'à un moment donné, t'oses mettre un petit peu plus de limites, sachant que ça faisait 20 ans que vous fonctionnez comme ça. Enfin, tu vois, comment ça a été perçu? Parce que je sais qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient bien faire ce genre de pas-là. Tu vois, est-ce que tu peux les rassurer ou leur expliquer, toi, comment à un moment donné, ça t'est venu en tête de dire, allez, aujourd'hui, j'ose leur dire que ça me convient pas trop, leur fonctionnement, quoi? Et ça se passe très bien. Et beaucoup mieux qu'en fait juste fuir un peu la situation. Je sais que dans un premier temps, comme j'arrivais pas à le dire, et je suis partie en études et j'ai rencontré un autre groupe de copains où il y avait jamais de tacle, c'était ultra bienveillant. Et c'était beaucoup plus simple et je me suis dit, c'est plus une relation qui me correspond. Et du coup, je me suis éloignée de mon premier groupe. Mais en fait, qui sont hyper importants dans ma vie, mon premier groupe. Donc j'avais besoin d'eux. Et c'était pas la bonne solution parce qu'eux ne le comprenaient pas et l'entendaient pas forcément. Et du coup, là, c'était pas la bonne solution, c'est pas là où ça se passait le mieux. Mais par contre, le jour où j'ai dit, moi j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était beaucoup plus de bienveillance, c'était, d'arrêter ces tacles et d'arrêter d'être autant taquins les uns envers les autres. Et en fait, eux l'ont vachement compris. Et en fait, ça a aussi créé une nouvelle dynamique dans le groupe. Et aujourd'hui, notre groupe est beaucoup plus bienveillant et vraiment plus bienveillant qu'avant. Parce que tout le monde s'est aussi remis un peu en question et juste pour le positif. Et en fait, quand tu as des copains qui t'aiment, ils se rendent compte de leur erreur ou en fait, pas forcément de leur erreur, ils s'en rendaient pas compte. Mais ils se rendent compte que voilà, chacun a des besoins différents et en fait, ça leur a apporté aussi d'être plus bienveillants entre eux.
Ah, c'est trop bien, c'est trop chouette. Puisque tu disais sur exprimer ses besoins aussi, c'est un truc que je pense qu'on essaye de tous faire au quotidien et c'est pas évident. Moi, j'avais ce truc-là de si j'exprimais mes besoins, c'était un peu un aveu de faiblesse. Tu vois, j'avais l'impression que si je devais exprimer que j'avais besoin de qu'on se comporte comme ça, que j'avais besoin d'attention, que, enfin, tu vois, notamment dans le couple et tout ça, j'avais l'impression que soit c'était un aveu de faiblesse et que je laissais la porte ouverte pour des gens un peu pour en profiter de ce manque de quelque chose, soit aussi ça m'a ramené à un truc où merde, j'anticipe tellement les besoins des autres que j'aimerais bien qu'on fasse pareil pour moi. Tu vois, il y avait un truc un peu mélangé de ces deux trucs-là. Et maintenant, je crois que je me suis un peu réconciliée avec ça et en fait, j'ose plus dire comment je me sens, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin et tout, parce que personne peut le faire à ta place en fait. Complètement. Oui, et on peut penser qu'en fait, on se dit, bah, c'est bizarre. Moi, je donne beaucoup à ces personnes-là, je suis bienveillante envers elles, je suis gentille. Mais en fait, on se dit, mais je comprends pas pourquoi les autres, ils sont pas comme ça. Et c'est tellement naturel pour nous. Genre, sans se jeter des fleurs, c'est hyper naturel. Oui, non, mais gentil, clairement. C'est mais notre c'est façon de naturel, fonctionner, en tout cas, ouais. voilà, c'est notre façon de fonctionner, d'être dans l'empathie et d'être gentil qu'on comprend pas que les autres peuvent pas être pareils. Mais en fait, on est tous ultra différents et oui, le moment où tu acceptes que oui, on est hyper différents, mais par contre, les personnes sont aussi capables d'évoluer en face de toi si tu leur parles de tes besoins, bah, ça facilite beaucoup de relations. Ouais, clairement, mais c'est vrai, le fait de dire on est tous différents, c'est une réalité. Je pense qu'on grandit un peu. Moi, je sais que dans ma vie de jeune adulte, dans mon début de vie active et tout, même pendant mes études, j'avais l'impression qu'on était tous pareils et qu'on fonctionnait tous pareils. Et je crois que je m'en rends compte maintenant ces dernières années-là. En fait, pas du tout. On a tous une manière de fonctionner différente, une manière de voir la vie différente. Enfin, une petite phrase qui peut vexer quelqu'un peut ne pas vexer la personne d'après. Enfin voilà, je trouve qu'on a tous notre niveau de sensibilité et c'est bien de se rendre compte que on est tous différents. Et donc moi, parfois, j'ose poser des questions de ah, je t'ai dit ça, comment tu l'as perçu. Enfin, notamment dans le pro, je le fais pas mal sur du retour d'expérience parce que il y a des trucs que peuvent être mal interprétés. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, j'évite de laisser pourrir les situations et d'apprendre à plus connaître les gens et de les laisser plus parler aussi. Parce que j'avais tendance, moi, pas aimer, par exemple, le silence, à mal gérer, tu vois, je sais pas, j'avais besoin de tout le temps être dynamique, tout le temps discuter et tout, alors que maintenant, je me rends compte que c'est ok de pas d'être à côté de quelqu'un et pas forcément dire toujours quelque chose et de le laisser parler aussi lui, quoi. Donc, de le laisser aussi exprimer, surtout sur des personnes, moi notamment mon mec, qui ne sait pas trop exprimer ce qu'il ressent et tout ça, donc plus aller le chercher aussi sur ces terrains-là, et du coup c'est cool aussi de dire nous on utilise notre sensibilité et notre façon de voir la vie enfin moi c'est vraiment pour l'aider lui aussi à plus mettre des mots sur ce qu'il ressent et tout, donc voilà, c'est mettre au service un peu notre surempathie parfois qui déborde un peu trop, mais au service de ceux qui l'ont peut-être un peu moins et juste qui savent pas l'exprimer, quoi. C'est même pas qu'ils l'ont moins, c'est qu'ils savent pas l'exprimer. Oui, complètement. Et je suis hyper d'accord avec ça. Et c'est ça, c'est de savoir bien utiliser cette sensibilité et de se rendre compte qu'en fait, justement, c'est une énorme force d'avoir cette sensibilité. Et moi, je suis un peu dans le même cas. Mon copain aussi a beaucoup de mal à parler de ses sentiments et de ce qu'il ressent. Et je pense que ça fait aussi partie d'une éducation qu'on a pu recevoir ou non. Moi, je viens d'une famille où on exprime beaucoup ses sentiments. Il y a beaucoup de pleurs, d'émotions. Et du coup, j'ai jamais eu de mal à exprimer ces sentiments et je pense que ça a favorisé ma sensibilité. Alors, mon copain est plutôt d'une éducation où on garde un peu ce qu'on a, nos problèmes, dans la retenue. Nous, on n'en parle pas trop, dans la retenue. Et c'est ça, et ça a été un travail aussi avec lui de réussir, parce que c'est hyper important dans une relation, la communication, et de réussir à parler de ses sentiments et de ce qu'on ressent sur le moment. Et c'était un peu un travail de longue haleine, mais qu'on se rejoigne un peu plus. Moi, j'apprends aussi vachement de lui, dans le sens où il prend beaucoup moins les choses à cœur, il va pas se vexer de certains points, il va prendre beaucoup de recul. Et parfois, juste quand il me dit, je fais tout un drame sur une situation, il me dit, non mais Flore, il n'y a rien, enfin, tu te fais des nœuds toute seule. Eux, il n'y a pas un moment où ils se sont dit que t'étais gênante, que t'étais pas sympa, ou je ne sais quoi. Et ça fait prendre aussi vachement de recul, donc ce petit mélange est pas mal. Ouais, carrément, le côté moi, enfin, tu vois, le côté très pragmatique de mon mari, ça me permet de me remettre un peu les pieds sur terre, ou parfois je vais trop loin aussi, tu sais, comme on disait tout à l'heure, les scénarios dans notre tête et tout, et du coup, je pense que ça me ramène aussi
à un point un peu plus stable de mes émotions. Après, à contrario, tu vois, au début de notre relation, on a dû s'ajuster, où les moments où je vivais des trucs très forts, très intenses pour moi, et qui pour lui ne paraissaient rien, enfin, tu vois, des histoires qui se passent mal avec des clients, ce genre de choses et tout, et lui, il avait tellement j'ai pas le mot, donc je vais pas le dire, j'ai intellectualisé, si c'était ça que je cherchais. Il avait tellement intellectualisé la situation que pour lui, il y avait rien. Et en effet, moi, après, en redescendant, je me rends compte qu'il y a rien et que ça, c'est surtout dans mes mains. Mais du coup, il était pas réconfortant au moment où je le voulais. Et donc, il y a eu des périodes d'ajustement au début où je lui ai dit, bah là, attention, t'as réagi comme ça m'a encore un peu plus vexée et encore plus fait sentir toute seule dans ma réaction. Alors que, voilà, juste, je te demande pas de m'apporter une solution ou de comprendre ce que je traverse, mais juste, sois là et moi, tu vois, ce que je dis toujours à mon mec, c'est juste, dis-moi que ça ira mieux demain, tu vois, c'est vraiment mon truc c'est, peut-être que toi, tu la traverses pas l'émotion et que je peux comprendre qu'ils le vivent pas comme moi, mais voilà, et donc, on s'est ajusté au début, maintenant, ça fait plus de 7 ans, donc il sait exactement comment je fonctionne, mais voilà, au début, j'ai eu besoin d'exprimer et ça a pris plusieurs années avant que j'ose lui dire, bah là, attention, ta réaction quand t'as essayé de me consoler, ça m'a pas du tout consolé et ça m'a plus vexé qu'autre chose, quoi, tu vois. Oui, je vois très bien. Donc, ouais, juste il rationalise tellement que exactement. C'est rien, alors que toi, t'es au fond du gouffre. Tu sais que ça ira après, mais sur le moment, t'as juste envie d'être accompagné dans ta détresse. Exactement, c'est tout. Je lui dis juste, tu vois, laisse-moi me rouler en boule et pleurer et ça ira mieux, tu vois, après. Et c'est complètement ça. Parce que je pense que quand on a cette sensibilité et que, enfin, par exemple, moi, il y a des choses, c'est un peu, surtout en entrepreneuriat, c'est un peu l'ascenseur émotionnel toute la journée. Donc, je vais pleurer à peu près 3 heures par jour, enfin, 3 fois par jour. Mais en fait, ça peut être mal compris. Enfin, moi, je sais que mon copain, quand je suis là en mode, oh, c'est la cata, je suis en train de pleurer et tout, il a l'impression qu'en fait, c'est un vrai drame et que je vais jamais m'en remettre et que c'est un vrai drame. Alors que moi, dans ma tête, je vis l'émotion comme ça, je la vis vraiment d'une manière très forte et sur le moment, je suis très mal. Mais je sais que dans 2 heures, ça ira mieux et que voilà, je vais pas m'arrêter là parce que j'ai l'habitude justement de toutes ces émotions et j'ai l'habitude de les gérer. Et comment tu les gères justement, ces émotions? Parce que je trouve que c'est un sujet... Enfin, moi, tu vois, c'est une question un peu piège que je te pose parce que je saurais même pas répondre, mais justement, comment tu fais quand t'as un débordement d'émotions, que tu sens que c'est un peu trop, enfin tu vois, un peu trop prenant? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour soit calmer ce débordement d'émotions, le canaliser? Enfin, qu'est-ce que t'as appris ces dernières années? Bah, je pense aussi que j'ai pas la solution et que c'est vraiment, j'essaye de travailler dessus, mais en fait, je pense que je suis pas sûre d'avoir la solution un jour. Je me dis que ça fait aussi partie de moi de vivre les choses comme ça et parfois c'est casse-pied parce que on peut prendre plus de temps à réagir parce que quelque chose nous est arrivé. Alors moi, dès qu'il y a un peu trop de stress, trop de problèmes, je vais me mettre à pleurer. Ça me permet ça, je suis obligée de le faire. Mais aussi, ça me permet aussi de vivre des moments hyper intensément de joie et d'être ultra heureuse. Et quand je découvre, je sais pas, quand je voyage, je suis tellement émerveillée. Et je me dis qu'il y a aussi ce côté-là hyper positif et que j'aurais pas s'il n'y avait pas le côté négatif qui va avec. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aimerais bien travailler parce que du coup, je suis très stressée, je suis très angoissée comme personne. D'une petite chose, je vais m'en faire des montagnes et du coup, ça va me prendre la tête, ça va m'empêcher de dormir. Mais ouais, là-dessus, j'ai pas encore la solution. Le sport, ouais, le sport aide bien, je trouve, à canaliser un peu le truc. Je pense que c'est un bon conseil. Et moi, le truc que j'ai essayé de mettre en place aussi, c'est d'être sympa avec moi. Genre, tu vois, quand il y a une grosse vague d'émotions positives, enfin souvent négatives dans ces cas-là, mais quand il y a quelque chose qui arrive et que, comme tu dis, on s'en fait une montagne et que c'est dur, au début, j'avais tendance à me dire, ah, mais t'es ridicule de réagir comme ça. Regarde l'entrepreneuse d'à côté, elle gère hyper bien. Enfin, tu vois, j'avais tendance à beaucoup me comparer aux autres aussi, et donc ça, maintenant, j'essaye de plus le faire. Et quand il y a quelque chose qui m'arrive, que je trouve très dur, j'essaye de le digérer, d'y réfléchir, et je trouve qu'on peut le faire en plus dans l'entrepreneuriat, c'est je mets en pause, c'est un truc qui me prend la tête de ouf et je me dis bon ben là on s'en fout, il est 15h, mais je vais aller faire un truc qui me plaît, donc soit du sport, soit me poser sur mon canapé, regarder une série, soit voilà, juste essayer de me laisser tranquille un peu, de penser à autre chose et de revenir sur le problème le lendemain, le surlendemain, et avec une émotion un peu plus modérée. Et du coup, je trouve que ça me fait vachement du bien de prendre un peu de recul parce que moi, je réagis beaucoup à chaud, je prends tout à cœur, tout très vite, et donc je me suis rendu compte que voilà, je laisse passer le truc. En effet, en général, moi, laisser passer le truc, ça veut dire pleurer, mais pas grave, je pleure.
part, je fais quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien, et après voilà, j'y repense, j'en discute avec d'autres, j'évite aussi de le traverser seule, même si j'ai peur que les gens me jugent, mais voilà, c'est un mélange de tout ça, mais juste laisser passer, moi je dis toujours laisser passer la vague, quoi, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve que la métaphore, elle est assez vraie, c'est vraiment laisser passer la vague d'émotions. C'est à chaud, de toute façon, on va pas réagir de la bonne manière, et en fait, de ça, je m'en suis rendu compte, de vouloir réagir tout de suite face à un problème qui me prend beaucoup d'émotions, bah en fait, ça va faire que la vague, elle va prendre du temps à partir. Plus j'essaye d'être dans l'action immédiatement de ce truc qui m'a stressé, qui m'a fait la peine, etc., plus je vais être dans cette émotion négative longtemps, alors que quand je me dis, ok, je vois ça ensuite, je fais autre chose et que la vague est repartie, bah, je suis plus dans cette émotion négative, j'ai plus la même émotion et je vais pas réagir du tout de la même manière. Mais ça marche aussi dans les moments où genre, je suis trop emballée par quelque chose. Moi, je suis la meilleure cliente des commerciaux. On m'appelle pour me vendre quelque chose, je vais dire mais c'est exceptionnel, ça va changer ma vie, c'est incroyable. Il s'est passé 1 heure après, je me rends compte que bah non, en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Mais ça va dans les deux sens. Ouais, je vois vraiment ce truc-là de s'emballer trop vite ou soit de pas oser. Tu vois, moi, il y a des trucs où on essaye surtout dans l'entrepreneuriat, franchement, on essaye de nous vendre tout. C'est impressionnant. Donc maintenant, moi, dès le début, je dis non, que ça m'intéresse pas et tout, parce qu'en fait, si tu laisses la porte ouverte, ben, il y a des gens qui sont très malins et très forts aussi en vente. Donc, moi, je suis la meilleure pour qu'on arrive à me retourner le cerveau. Et comme tu dis que je crois avoir besoin de cet outil, alors que pas du tout. Donc voilà, déjà, j'essaye de dire non dès le départ, parce que je sais que si je laisse la porte ouverte, c'est foutu. Et un conseil que m'avait donné ma psy il y a plusieurs années, c'est pas forcément sur le côté commerciaux, hein, mais si on te propose un projet qui t'emballe de fou, moi j'avais tendance à dire oui tout de suite, et tu sais, à exploser de joie et à voilà, pas réfléchir à mon oui, et après parfois regretter parce que soit pas le temps, pas l'énergie, ou en fait tu te rends compte que c'est un projet un peu bancal, et bref, t'as dit oui trop vite parce que tu t'es laissé avoir par l'humain. Enfin, tu vois, il y a un truc où moi je fais beaucoup confiance en l'autre et tout ça. Donc ma psy m'avait dit, bah, vous pouvez être emballé, dites-le que vous êtes emballé, mais par contre, exprimez que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, que vous reviendrez vers la personne et tout. Donc ça sera peut-être oui, ça sera peut-être non, mais laissez-vous cette porte-là, parce que vous savez que vous êtes incapable déjà de dire non de but en blanc. Donc laissez cette période de flou. Et en plus, je me suis rendu compte que de le faire, ça fait beaucoup plus pro, parce qu'en fait, si tu dis oui tout de suite, il y a un truc où, je sais pas, les gens pensent que t'es dispo tout de suite, corvéable à merci. Il y a un truc où ça fait déjà une dynamique différente dans la relation, alors que le fait de dire franchement merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça me touche de fou, mais je reviendrai vers toi, je vais y réfléchir, voir si ça peut passer, voir, enfin voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que de prendre ce recul là, au bout du chemin, soit je disais oui, soit je disais non, comme je disais tout à l'heure, mais d'un côté, ça, je sais pas, ça me fait redescendre aussi dans l'émotion positive. Oui, c'est ça. T'as laissé le temps que la première vague d'émotions passe et de réfléchir un peu de manière plus calme. C'est sûr. Et en vrai, c'est dur dans ces moments-là. Pour le coup, je trouve ça vraiment dur de dire non aux gens. Donc souvent, je dis oui la première fois, et après je me dis non, mais là, je suis obligée de lui dire non. Et après, là, je deviens hyper stressée en me disant mais du coup, je dois revenir en arrière, lui dire que finalement non. Mais en fait, quand t'as vraiment quelqu'un en face de toi qui te vend quelque chose et qui te dit ça va être super et tout, de dire vraiment un non ferme, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, limite, j'ai l'impression de... C'est ridicule parce que je me dis, genre, c'est un commercial, donc lui, c'est son travail d'aller vendre quelque chose. Je me dis, limite, je vais lui faire de la peine si je lui dis non. Je vois tout à fait. Alors que c'est son travail, ça va je vais le décevoir. Ouais, moi j'ai fait ce truc-là, je vais le décevoir. Et du coup, maintenant, j'ai compris la leçon, parce que, en fait, c'est encore plus gênant de devoir dire non une semaine après. C'est exactement ce que j'allais te dire, ouais. De revenir en arrière, moi, ouais, exactement. Voilà. Donc, je me suis dit, à force de faire cette erreur-là et d'être hyper gênée parce que le mec, du coup, a perdu du temps, c'est plus investi dans le projet, et là, tu dis, bah, en fait, non, finalement, je peux pas, c'est encore plus gênant que de dire non tout de suite. Et je me dis, mais avec du recul, c'est tellement ridicule de se dire, on va faire la peine à un mec, c'est comme si... Enfin, genre, on va pas faire la peine à un vendeur dans un magasin parce qu'on va pas acheter son habit. Ouais, c'est clair. Bah moi je crois que j'ai déjà acheté des trucs par convenance dans les magasins, c'est horrible, hein, mais genre parce que je sais pas, le vendeur ou la vendeuse est sympa, je prends le truc, je demande le prix, je trouve ça extrêmement cher, mais je me sens obligée de l'acheter. Enfin c'est horrible, pourquoi on fait ça? Chez le coiffeur, tous les produits qu'on me propose chez le coiffeur, bien sûr. Un soin pour les cheveux, j'ai plus d'argent, bien sûr.
Mais c'est tellement ça. Je sais pas pourquoi on se sent. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être institué d'une mission, de devoir. C'est un peu le toxic trait du people pleaser. Mais tu vois, j'ai l'impression que je dois faire plaisir à tout le monde. Et attends, il y a mon chien qui gratte derrière. Uno, stop. Il gratte son matelas, donc si ça s'entend dans le micro, ça va être une cata. Mais oui, donc comme je disais, oui, le côté people pleaser revient fort, et j'ai l'impression qu'on doit faire plaisir à tout le monde, alors que non. Enfin, comme tu dis, le commercial, le vendeur dans le magasin va pas se vexer parce que tu prends pas son article ou quoi. Tu vois, typiquement la dernière fois, j'étais en vacances en Bretagne, et je rentre dans une petite biscuiterie. Ma mère achète 2-3 paquets de gâteaux super bons et tout, et je me dis ces gâteaux-là ont l'air bons, et je demande juste le prix. En plus, elle me fait goûter le gâteau, et qu'en effet je trouve très bon, mais elle me dit le prix, et c'était très cher pour un paquet de gâteaux, et en fait je me suis sentie obligée de le prendre, et donc je sors, et ma mère et ma sœur elles me disent mais c'était cher là, non? Et après je me suis dit bah oui, et je sais pas pourquoi je me suis dit oui, mais ça lui a fait plaisir à cette petite dame de me vendre son paquet de gâteaux, alors que je suis sûre que c'était même pas sa boutique. Enfin bref. Oui, non mais ça c'est sûr, je vois très bien. Et ouais, et en plus, enfin, nous on a l'impression à la fin de s'être fait avoir et de pas avoir réussi à dire non. Mais pareil, là-dessus, j'essaye d'un peu évoluer là-dessus. Et bizarrement, j'ai plus de facilité à le faire auprès de mes amis que justement des personnes comme ça, des vendeurs, enfin des personnes que tu ne connais pas en fait. Maintenant, j'ai réussi à mettre la limite avec les gens que je connais, de plus dire oui à tout, de même, c'est bête, si j'ai pas envie d'aller à un verre entre copains, j'y vais pas et je dis non, j'ai pas envie, et je cherche pas 15 000 excuses. Avant, j'étais incapable de dire non à un verre parce que je me dis, ça va vexer la personne ou je ne sais quoi, mais à un moment, non, je suis pas d'humeur, je suis fatiguée, enfin, il y a plein de raisons, et tu peux dire non. Et j'ai dit non à des amitiés qui m'apportaient plus, qui me prenaient trop d'énergie et qui m'en apportaient vraiment plus, enfin, qui n'étaient pas bénéfiques et qui ne me faisaient pas avancer et progresser. Mais par contre, vraiment le coiffeur, le serveur au restaurant, etc., que je ne connais absolument pas, voilà. Mais c'est Marielle qui en parlait dans le dernier épisode de Trop Bonne Trop Cool, là, qui disait l'eau chaude chez le coiffeur. Tu vois, typiquement, moi, jamais de ma vie, j'oserais dire au coiffeur, bah là, t'es juste en train de me brûler le crâne, mais sinon, tout va bien, quoi, tu vois. Complètement. Mais partout. Mais moi, ça va même chez le dentiste. Et on me dit, ça va, vous avez pas trop mal? Ah non, c'est parfait, j'ai pas du tout mal. Alors je suis en train de souffrir. Oui, puis en plus, on en fait des caisses. Moi, le c'est parfait, je le dis tout le temps. Alors que non, c'est pas du tout parfait. C'est parfait. Oui, c'est ça, on peut dire ça va. Non, c'est parfait. Oui. En plus, on en fait des caisses. Je sais pas pourquoi il y a ce truc-là d'attirer la sympathie partout. Je sais pas, je trouve pas ça hyper sain, moi. Parfois, pour y réfléchir, tu vois, je me dis pourquoi je me mets dans une situation comme ça où j'ai besoin d'attirer la sympathie des gens, quoi. Ça sert à rien. Parfois, dans des situations, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est même pas forcément enfin, que les gens nous trouvent sympas, c'est même ne pas les déranger, en fait. Ouais, clairement, ouais. Je me dis, si je dis que ça va pas, en fait, ça va déranger la personne, il va adapter, je sais pas quoi, alors qu'en fait, s'il te pose la question, c'est que... Mais oui, non mais c'est clair. Et puis après, remettre un peu de pragmatisme là-dedans, ça reste son métier. Enfin, tu vois, la personne va pas se vexer si le dentiste, tu lui dis bah là oui, en effet, ça me fait un peu mal, enfin tu vois, sur une dent, enfin voilà, c'est aussi son métier, quoi. C'est fou quand même qu'on se contorsionne en 12 000 pour ce genre d'action. Et justement là, tu disais que tu avais dû laisser un peu sur le bord de la route des amitiés. Comment ça tu l'as vécu? Comment tu l'as mis en place? Parce que c'est hyper dur, je trouve. Moi, j'assimile beaucoup ça à la rupture amoureuse, de rompre avec des amis ou de se faire larguer parfois des amis. Je trouve que c'est le même sentiment qu'en amour. Et du coup, comment toi tu l'as vécu et comment ça s'est fait? Ouais, j'ai fait un gros tri. Enfin, c'est pas très beau comme phrase, un gros tri. Mais quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai réalisé beaucoup de choses sur moi, notamment de quoi j'étais capable et que je pouvais être fière de moi et que je prenais confiance. Et en fait, du coup, j'avais des amitiés qui me poussaient pas vers cette direction. En fait, j'ai vraiment l'impression pendant cette année-là, de m'être révélée, de m'être découverte. Genre, c'est la première fois où je me sentais vraiment à ma place et je savais que j'avais ma place à cet endroit et que je pouvais faire des choses bien. Et du coup, j'ai fait un énorme travail sur moi-même qui s'est fait en vrai de manière au final assez naturelle. Mais en fait, je pense que c'est aussi un choix. Genre à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais avoir plus confiance en moi, que j'allais
dire non, que j'allais mettre des choses en place pour avancer. Et j'ai vraiment fait ce choix. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse, je suis 10 fois plus heureuse. J'ai peut-être un peu moins de copains qu'avant, mais en fait, les personnes avec qui je suis, c'est que des personnes qui m'apportent beaucoup. Et bien sûr, quand je dis ça, il y a forcément des moments dans les amitiés où quelqu'un va moins bien et qui va moins t'apporter. Enfin, c'est normal. Bien sûr, oui. Mais c'est sur l'amitié en général. Bah, je pense, il n'y a pas une personne où je suis allée la voir, ok, je veux plus te voir et on va plus se voir, etc. Non, pas du tout. Mais c'est juste, ça c'est petit à petit, bah, tu refuses un verre, tu refuses deux, et au final, bah, les gens, ils t'appellent plus, et ça s'est un peu fait de manière naturelle. C'est pas forcément la bonne manière, parce que du coup, j'ai jamais expliqué le pourquoi du comment. Mais je pense qu'après, quand je revois certaines personnes que que j'ai pas vues pendant longtemps, en ce moment, je revois de temps en temps un verre par-ci par-là. Et je pense qu'ils le comprennent d'eux-mêmes quand ils me voient. En mode, ok, en fait, c'est plus la même personne. Ouais, elle a changé. Elle a changé, il y a eu une énorme évolution et ils me le disent. En vrai c'est trop bien de te voir comme ça. T'as l'air tellement heureuse, tellement épanouie, t'as pris tellement confiance en toi. Et c'est hyper agréable d'avoir ces retours. Et du coup, je pense que ils comprennent pourquoi j'ai pris entre guillemets un autre chemin. Et, euh, et maintenant, oui, je fais quand même hyper attention à mes amitiés et des. En fait, je ne suis plus avec des personnes qui te pompent ton énergie, mais qui veulent pomper ton énergie. Ouais. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais tu vois, qui abusent de ta gentillesse et qui sont pas bienveillants en fait. C'est des Non, personnes. je vois. Qui a pas, enfin moi je trouve pour avoir un peu vécu ce genre d'amitié là, en plus tu le disais au début que avant sans doute quand t'étais adolescente t'avais un côté un peu plus lisse sans aspérité parce que tu voulais convenir à tout le monde et donc en fait les gens étaient amis avec toi mais sans vraiment te connaître. Moi tu vois il y a un truc comme ça où quand j'étais ado j'étais amie avec tout le monde parce que je voulais que tout le monde m'aime et que donc tout le monde me disait t'es un caméléon toi dans tous les groupes tu passes mais en fait c'était pas forcément tu vois avec du recul et mon regard un peu plus d'adulte c'est pas forcément bon signe parce qu'en fait j'étais capable d'oublier ma personnalité, d'oublier qui j'étais pour convenir dans tel ou tel groupe et donc bien sûr tu crées des amitiés, des gens développent des sentiments aussi amicaux pour toi mais en fait ils te connaissent pas vraiment et donc je pense que quand on devient adulte, qu'on rentre notamment dans le milieu du travail, on commence à plus se connaître et plus apprendre à savoir comment on fonctionne et en fait ces amitiés là un peu superficielles, moi je les appelle un peu des amitiés superficielles parce que ça reste toujours en surface, on va pas beaucoup dans les sujets intimes ou alors on va dans les sujets intimes mais que de leur côté à eux. Il y a un truc très déséquilibré où on te demande jamais comment toi tu vas, il y a un truc où c'est voilà, très déséquilibré comme relation et donc petit à petit tu les laisses sur le bord de la route ces amitiés là parce que en effet, ils t'ont pas suivi en fait dans ton changement mais ton changement oui et non, ils t'ont pas suivi en fait dans la révélation de qui tu es vraiment, tu vois, c'est un peu philosophique ce que je dis mais il y a un truc où t'as toujours été comme ça, c'est juste que t'as pas assumé que t'étais comme ça, que t'étais cette fille-là, et que du coup voilà maintenant tu l'assumes, tu le cries haut et fort, et c'est ta personnalité et c'est toi, et du coup si les amitiés elles se dégradent ou si elles deviennent différentes, il y a un petit deuil à faire, tu vois, je pense, des deux côtés, de se dire c'est pas grave, on a pris des chemins différents, c'est pas pour autant qu'on n'apprécie pas, comme tu dis, boire des verres de temps en temps, mais il y a un truc où ce sera pas le même degré d'implication de ton côté en tout cas, tu vois. En fait, c'est ça, et c'est exactement ça. J'ai décidé le degré d'implication que je donnais dans chaque relation. Et il y a des relations où je vais toujours donner autant, même plus. Je vais vraiment donner beaucoup, mais pas parce que j'attends quelque chose en retour, mais parce que la relation m'apporte, me fait grandir. Bien sûr. Et ce côté tu vois, ça, de faire évoluer, que l'autre personne te fasse évoluer, te fasse grandir et que vous échangez là-dessus. Il y a des personnes que j'apprécie toujours autant, que je vois pas beaucoup, mais parce que j'ai décidé de mettre un degré différent, ouais. différent et que ça me fait plaisir de les voir de temps en temps, mais je vais pas plus m'investir dedans. Ouais. Et je pense que c'est là où j'ai trouvé mon équilibre. Et je suis d'accord avec la phrase que tu as dit où en fait on n'est pas devenu une nouvelle personne, on est juste devenu la personne qu'on a toujours été mais qu'on n'a pas réussi à montrer. Et c'est un peu le sentiment que j'ai. Et c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup moins de frustration qu'avant parce que avant, dès que j'étais face à une grande gueule, horrible. Enfin, pour moi, c'était les pires situations. Je savais pas du tout comment gérer. J'ai pas beaucoup de répondants, donc je savais pas trop comment faire face à ces personnes. Et du coup, je devenais hyper timide et j'étais pas du tout moi-même et c'était beaucoup de frustration.
aujourd'hui, je revois ces mêmes personnes que je voyais avant quand j'avais moins confiance en moi. Mais en fait, j'aimais tellement plus la même relation et j'ai tellement plus l'impression d'être à la même étape et la même personne. Et c'est fou, en vrai, c'est satisfaisant de voir cette évolution qu'on a pu avoir. Ouais, c'est trop bien. Et justement, moi, j'ai pas ce truc-là de timidité. Je pense que j'ai toujours été un peu. Je suis pas grande gueule, mais tu vois, je m'adapte assez facilement. Et justement, ça m'intéresse de creuser un peu plus sur ce côté-là de la timidité. Comment on évolue quand on est timide pour faire sa place? Tu vois, tu le disais tout à l'heure, t'avais des grandes sœurs qui prenaient beaucoup de place. Comment on fait en fait quand on est timide pour réussir à s'imposer entre guillemets, à tu vois entreprendre comme tu peux le faire? Tu vois, qu'est-ce que tu as dû mettre en place par rapport à quelqu'un qui ne subit pas cette timidité? Franchement, ça a été assez compliqué. Je pense que j'ai eu la chance, j'en parlais au début, mais j'ai un groupe de potes que j'ai depuis le CP, même voire avant. Et eux, c'est beaucoup de grandes gueules. Ouais. Et du coup, j'ai un peu suivi ce groupe qui se faisait beaucoup d'amis facilement, enfin voilà, donc ça m'a permis de toujours être ouverte, d'avoir toujours pas mal de copains et de m'ouvrir un peu. Après, il y a plein de moments, du coup, j'étais dans des situations où j'étais pas à l'aise parce que j'arrivais pas à être moi-même et que j'étais trop timide. Et en fait, c'était une frustration de, t'as envie de dire quelque chose, mais t'es bloqué. Il y a un mur qui t'empêche de le faire. Et, euh, et un jour, j'ai compris que, en fait, ça servait à rien que je me force à être copain avec des personnes avec qui j'étais pas à l'aise. Et si j'étais pas à l'aise, c'était juste des personnes qui me correspondaient pas. Même si j'étais amie avec tous mes autres copains, c'était pas une raison. C'est vrai. Je devais juste rester avec des personnes qui me ressemblaient plus dans cette sensibilité. Donc, quand j'ai quitté le lycée, j'ai déjà commencé à être moins timide. Il y a déjà eu une grosse évolution parce que j'ai changé de ville, j'ai changé de copains. Donc, en fait, j'avais le choix, entre guillemets, de me refaire des copains qui me ressemblaient vraiment. Donc ça, je pense que ça m'a aidé à avoir un peu plus confiance en moi. Mais après, toujours, en fait, cette timidité et ce truc de j'ose pas, j'ai pas le culot. Genre, moi, les gens qui ont le culot, tant que ça reste en respect, les gens qui ont le culot, mais je suis tellement admiratif. Genre, vraiment, je trouve ça fou et j'aimerais bien arriver à cette étape-là. Mais quand je suis rentrée en master d'entrepreneuriat, au début, ça a été hyper dur parce que moi, je suis timide, mais on était 30 dans la classe, c'était 30 personnes qui avaient hyper confiance en eux, hyper sûrs d'eux. Moi, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, eux, ils connaissaient tout. Vraiment, mais je me disais, mais oh là là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais vraiment, c'était ça, mais c'était qu'est-ce que je fous là? Et du coup, ça a pu être compliqué parce que forcément, tu compares, tu dis. Et j'avais un peu, pas cette image de la fille qui va moins réussir, je pense pas, mais ils allaient pas miser sur moi. Si quelqu'un devait hyper bien réussir dans cette classe, c'était pas moi. Ouais, je vois l'idée. Et c'était sûr. Et au final, je leur ai prouvé le contraire parce que ils m'ont tous dit putain Flore, je pensais pas, mais au final c'est toi qui as entre guillemets réussi le plus. Et de leur prouver le contraire, déjà ça a été d'être fier de soi et de prouver un peu ça. T'es ok, je peux m'assumer, je suis légitime. Juste de savoir que t'es légitime. Et il y a aussi dans la timidité, il y a un peu un truc de tu te sens pas trop légitime. Et un jour, il y a une phrase qui m'a marquée. On avait un cours un peu de psychologie positive. Et on devait se présenter d'une manière un peu originale. Donc je fais mes présentations et la prof qui était incroyable, je sais plus comment exactement la formuler, mais elle m'a fait Flore, je vois très bien que tu es sensible, mais ça va être ta plus grande force dans ta vie. Ah, et en fait, moi, on me l'avait toujours dit, ta sensibilité, c'était un peu trop, que dans l'entrepreneuriat, faut être un requin, faut pas montrer sa fragilité, faut pas être sensible. Genre en mode, tu vas pas avoir les épaules, tu pleures dès qu'il y a un petit truc, tu vas pas avoir les épaules pour monter une boîte. Et quand elle m'a dit ça, en mode, ça va être ta plus grande force, je me suis dit, mais oui, mais complètement. Elle a raison. Et je peux le faire et je vais l'utiliser de la bonne manière. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'en suis trop contente. Donc, je pense que j'ai réussi à quand même bien dépasser cette timidité. Ça vient principalement de la confiance en soi. J'en suis convaincue. Après, il y a forcément des moments où je peux être un peu plus timide, mais ça devient beaucoup plus rare. Oui, et puis c'est pas un chemin, tu vois, tout tracé où maintenant c'est bon, t'as confiance en toi et t'es plus timide, tu vois. Il faut aussi se laisser tranquille en se disant, bah voilà, des fois, il y a des jours où on est moins bien, où il y a tout un peu, on n'a pas envie. Exactement. Donc, je pense que ça, j'ai aussi essayé moi de le comprendre,
j'ai un exemple un peu con, mais quand on fait de la course à pied, moi j'avais tendance à me dire que si la veille on a bien couru, le lendemain on doit bien courir encore mieux et toujours mieux et toujours mieux. Et en fait c'est mon père qui m'a donné ce conseil-là, et lui il a énormément fait de courses dans sa vie, et il m'a dit mais Léa, fous-toi la paix. Si la veille t'as eu les jambes et que le lendemain tu cours, tu fais rien, c'est pas bien, tu fais un mauvais temps ou que sais-je, et on s'en fout. Enfin en fait il y a plein de contextes tu peux être un peu plus fatigué, avoir mangé un truc un peu plus lourd, avoir mal dormi, enfin en fait, et donc je trouve que ça on peut se l'appliquer aussi dans la vie de tous les jours, de si la veille en effet je sais pas, on a brillé dans je dis n'importe quoi, une conférence, on a réussi à prendre la parole, ou c'était trop chouette, et que le lendemain on se sent comme une merde, on bafouille et on se dit merde, j'ai perdu toute confiance en moi, ben en fait c'est ok, tu vois, de se dire que c'est pas tous les jours doivent pas se ressembler non plus, quoi. Donc je pense que toi avec ta timidité c'est un peu ça aussi au quotidien, quoi. Bah, c'est carrément ça, et c'est sûr que faut être en paix avec soi-même tu l'as très bien résumé, c'est la veille on a pitché devant des investisseurs, t'as l'impression d'avoir une confiance en toi de dingue, ça s'est trop bien passé, et puis le lendemain tu vas rencontrer une personne que tu connais pas et tu vas être toute timide. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi un truc c'est notre nature. J'ai une nature timide, je suis comme ça, je le serai un peu toute ma vie, et je pense que ça a aussi vachement d'avantages. Enfin, je le vois aussi, la timidité, en mode c'est aussi des avantages, parce que du coup quand je suis pas timide avec n'importe qui. Enfin, si je vais être timide avec quelqu'un, c'est aussi un signe qu'il y a un truc qui va pas. C'est une personne qui me met pas à l'aise, nos énergies collent pas. Et quand je suis pas timide avec quelqu'un, c'est que ça match, et c'est une personne qui va être bienveillante envers moi, et ça va être une belle relation. Je me dis, du coup, ma timidité, c'est aussi un peu mon radar à personne qui me correspond, c'est intéressant. Pas. Et du coup, j'aime bien aussi cet aspect de ma timidité. Ouais, c'est super intéressant de se dire que en effet c'est ton petit vigile à l'entrée, ta timidité, de dire est-ce que la personne elle rentre ou pas, quoi. C'est exactement ça. J'aime vraiment bien l'idée, c'est trop chouette. Bon, en tout cas c'est trop bien que tu puisses exprimer tout ça, parce que je pense qu'on l'avait un peu moins abordé ici, le côté timide, et si je l'avais abordé avec Céline, un autre, tu pourrais que je t'enverrai l'épisode si jamais, parce que elle disait que par exemple en cours on retenait jamais son prénom. En fait, elle était tellement timide, tellement que voilà, c'était la fille qui était oubliable, et en fait, elle a fait la paix un peu avec ça. Et je trouve ça dur aussi de se dire que comme tu fais moins de vagues que les autres, comme on te voit moins, les gens se permettent de t'oublier, de pas retenir ton prénom. Elle disait que par exemple, les profs, aucun ne connaissait son prénom, quoi. Et je trouve ça hyper dur de se dire, parce que tu fais moins de bruit que les autres, on fait moins attention à toi. Et du coup, c'est dur, je pense, de trouver sa place au milieu du lit. Tu vois, il y en a plein qui tirent la couverture, et toi, t'es du côté du lit où toi, t'as jamais de couverture. Oui. Et je trouve ça hyper dur aussi. Complètement. Oui, et je pense que c'est aussi un truc qui évolue dans le bon sens quand on grandit. C'est qu'au lycée, quand on est jeune, c'est les grandes gueules, c'est ceux qui font des conneries en cours qui vont être remarqués, qui vont être appréciés. Et je pense que plus on évolue, plus ça change, la tendance change. Mais c'est sûr, moi je me rappelle quand j'étais petite, je prenais des cours de ski, et le moniteur il pensait que j'étais un garçon. J'ai jamais osé dire que j'étais une fille. C'est pas vrai. En plus, j'étais pas si jeune, j'avais 10 ans. Ah, mais je vois tout à fait le truc. Et j'ai passé une semaine, le mec me disait oui, le petit garçon là-bas. Ah putain. Je dis oui, très bien. C'est horrible ce genre de truc. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans une conversation où la personne tout le long se trompe sur mon prénom et que je n'ose pas lui dire que je m'appelle pas comme ça. Je vois. Genre toi, tu vois, c'est comme si toute la conversation, je t'appellerais genre Flora, et que tout le long, tu n'oses pas me dire que non, je ne m'appelle pas Flora, je m'appelle Flore. Oui, c'est là, moi, tu vois, je dis que je suis pas timide, mais il y a ce genre de truc là aussi où j'ose pas trop parfois, et puis c'est le genre de truc où je me dis bon, tant pis, c'est pas grave, je vais la laisser croire que. Mais ouais, je vois le truc du côté garçon, de ton sentiment à 10 ans de même pas oser dire que t'es une fille. Ouais, c'est pas facile en vrai de réussir à exprimer. En plus quand t'es enfant, c'est. Et toi justement avec tes sœurs, quand tu disais que elles c'était plus des grandes gueules et tout ça, comment tu l'expliques cette différence de caractère, tu vois? Parce que moi, pareil, j'ai une sœur qui a une grande gueule et qui est beaucoup plus affirmée, qui ose dire ce qu'elle veut pas. Ma sœur, c'est un petit dictateur, quoi, tu vois. On faut toujours aller dans le sens de ma sœur, et elle le sait, et ça nous fait marrer dans notre famille. Du coup, comment tu l'expliques cette différence-là, toi, au sein d'une même fratrie? Je suis la dernière, et donc j'ai 2 grandes sœurs, une qui a 7 ans de plus que moi et une autre qui a 4 ans de plus que moi. Donc déjà, il y a ce petit décalage d'âge, où elles, via cette différence d'âge, ont plus vite été affirmées que moi. Ouais. Et
Bon, ça va, elles ont pas fait trop de conneries, mais elles aiment bien avoir l'attention. Elles faisaient du bruit, ça s'engueulait avec mes parents, mais parce que elles, c'était leur période d'adolescence et moi j'étais beaucoup plus petite. Et du coup, depuis que je suis petite, je me dis ok, j'ai pas envie que mes parents soient encore plus mal. Je vais pas en rajouter. Donc moi, je vais pas dire quand je suis triste, je vais pas dire quand quelque chose m'énerve. Je vais pas m'énerver, je vais toujours être lisse. Et par exemple, moi, quelque chose qu'on peut dire de moi qui me rend folle, c'est dire que je suis facile à vivre. Ah Mais oui. parce que, en fait, ma mère a toujours dit à ses copines, oui, Flore, elle est tellement facile à vivre. Et moi, ça me rendait folle, parce que je voulais pas être facile à vivre. Moi aussi, je voulais être comme mes sœurs et faire des problèmes. Mais en fait, j'étais facile à vivre parce que je voulais pas faire de vagues. Par sens du sacrifice, limite. Il y avait un côté, je vois. Exactement. Et du coup, je me dis, je vais m'effacer pour pas rajouter des problèmes dans la famille. Et du coup, je pense que ça vient vraiment de ça. Et du coup, j'ai toujours été comme ça dans ma famille. Et plus j'ai évolué, plus je me suis affirmée auprès de mes copains. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas mon caractère de base. Mais cette frustration de pas être la même avec mes amis et ma famille, c'était hyper dur. Et je pense que même aujourd'hui, je ne suis pas pareil. Ils se rendent compte. Genre, c'est marrant. Parfois, ma famille me dit oui, je suis sûre que t'es hyper drôle avec tes copains. Je pense que t'es comme ça. Tu vois, je pense que t'es comme ci, je pense que t'es comme ça avec tes copains. Et en fait, limite, ils me connaissent très bien, c'est ma famille, mais je suis pas sûre que ce soit ceux qui me connaissent le mieux. Je pense que mes copains me connaissent mieux que ma famille. J'en suis même sûre. Moi, ça s'est venu avec le temps, parce que pareil, moi j'étais quelqu'un d'assez extraverti avec mes amis et tout ça. Je suis toujours celle qui fédère, tu vois. Moi, je suis la grande fédératrice dans un groupe et tout ça pour être sûre que tout le monde se sent bien. Et c'est vrai que dans ma famille, j'essayais aussi de le mettre en place, mais j'y allais plus sur la pointe des pieds parce que, je sais pas, moi, j'ai eu une adolescence assez où je faisais un petit peu des conneries un peu rebelles et tout ça. Et je crois qu'en fait, on m'a laissé avec cette étiquette-là. Et du coup, j'ai quand même vachement évolué et tout. Et donc, pareil que toi, tu vois, quand je me retrouve avec ma famille, je me retrouve dans cette position-là où je me sens attaquée, jugée. Enfin, il y a un truc où, tu sais, tout prend des proportions énormes alors que avec mes amis, c'est pas du tout ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai essayé de le dire aussi de comment je fonctionnais et parfois ça a été un peu mal perçu, mais voilà, je pense que ma famille me connaît plus aujourd'hui que quand j'avais 20 ans et je suis beaucoup plus alignée avec les interactions qu'on a aujourd'hui que celles qu'on avait quand j'étais jeune adulte. Et donc voilà, je pense que toi ça prendra du temps et moi je sais que d'appliquer ce que je vis dans ma vie avec mes amis, de l'appliquer à ma vie familiale, ça a mis comme on disait plus de temps, mais on arrive à le faire au bout d'un moment parce que en fait, c'est trop toi, tu vois ce que je veux dire, c'est trop à un moment donné, tu t'affirmes tellement. Moi, j'essaye de plus en plus d'avoir une affirmation de soi plus et égalitaire dans tous les traits de ma vie. Et du coup, avant, j'avais vachement confiance en moi dans le travail et j'ai fait de l'hypnose sur le côté confiance en moi parce qu'en fait, j'avais confiance en moi dans le travail, mais pas du tout dans ma vie perso. Moi, j'ai un grand sentiment j'ai la peur de l'abandon, le côté people pleaser et tout, et ça dans le travail j'arrivais à pas le faire, et par contre dans la vie perso c'était un enfer. Et donc comment ça se fait, tu penses qu'il y avait cette différence entre les deux? Parce que justement moi, je trouve que c'est plus dur d'être confiante dans le taf que en perso. Ouais, je sais, franchement je sais pas du tout, c'est que en fait je pense que j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement je sais pas, je me sens tellement à ma place en fait moi dans le monde du travail depuis que j'ai commencé, même si ça a été dur pour moi le salariat parce que t'as toujours des gens qui en abusent. Enfin toi tu vois, pour pas être trop passé par le salariat, moi ma gentillesse m'a clairement desservie dans mes premières années de salariat parce que tout le monde en abusait, tout le monde savait qu'on pouvait me demander tout et n'importe quoi parce que j'allais toujours le faire parce que j'étais trop gentille. Et donc c'est pour ça que moi l'entrepreneuriat ça a été un peu une évidence de dire bon bah voilà, maintenant je peux plus m'affirmer et tout. Mais ouais, je sais pas, dans le salariat j'avais un truc où je savais que je faisais bien mon travail et que du coup j'aimais bien me sentir indispensable aussi, et donc ça me donnait confiance, tu vois. Il y avait un truc où je me sentais utile, indispensable à une équipe, alors que entre nous c'est totalement faux. J'ai quitté des emplois et le lendemain il y avait quelqu'un qui me remplaçait qui faisait très bien mon travail, mais j'avais ce sentiment là où je devais me sentir un peu indispensable, et donc ça m'a donné confiance en moi dans le milieu du travail. Mais par contre je pense que je faisais semblant, tu sais, c'est un peu comme ce que tu disais au début, je me mettais dans une posture un peu exactement. Donc je pense que c'est ça que j'ai faké un peu au début, de dire bah voilà, dans le travail je me pose moins de questions, j'ai plus confiance en moi et tout ça, et j'y allais avec beaucoup plus d'assurance. Et dans le perso c'était un peu plus sur la pointe des pieds parce que j'ai trop peur que les gens m'abandonnent et donc je me disais que si ils voyaient qui j'étais et que j'exprimais vraiment qui j'étais, bah ils allaient me laisser, ce qui est horrible hein. Mais ça j'ai petit à petit
essayer de me dire bah non, si je suis comme ça et que les gens m'abandonnent, c'est que c'était pas des gens pour moi. Mais pas facile. Non, c'est sûr que c'est pas facile de se dire, de tester. En fait, tu sais que inconsciemment, tu prends du recul, tu sais que non, c'est faux, ils vont pas le faire. Mais de passer le pas et de prendre ce risque-là et de pas savoir ce qu'il y a derrière la porte, entre guillemets, et de réussir à s'assumer complètement et de se dire, ok, les gens, ils sont toujours là. Parce qu'on se dit, bah, ils ont aimé une certaine personne, une certaine personnalité de nous. Et genre, si on change, si on exprime notre vraie personnalité, est-ce qu'ils seront toujours là? Ouais, exactement. Puis il y a un côté plus confortable de laisser la porte fermée, tu vois. Oui, aussi. Au moins, tu prends pas de risque. Exactement, tu prends pas de risque, tu l'as très bien dit. Donc ouais, non, c'est en tout cas c'est hyper intéressant. Je vois l'heure défiler. Du coup, je pense à ma petite voix intérieure de Léa. C'est toi qui fais le montage. N'oublie pas. Donc je vais te poser la dernière question du podcast. Est-ce que tu aurais un gentil ou une gentille que tu aimerais entendre au micro de Trop Bonne Trop Cool? Et bien sûr, tu peux m'en dire plusieurs s'il y a plusieurs noms qui te tiennent à cœur. Eh bien, je pensais, c'est plutôt dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais Justine Hutto, c'est la fondatrice de Respire. Et je trouve qu'elle a vraiment réussi dans sa communication et de comment elle crée ses produits, etc. Tu sens que c'est une vraie gentille, qu'elle est vraiment hyper investie dans son projet, mais pour faire le bien. Et je sais pas, elle dégage vraiment des énergies ultra positives. Et moi, je prends vachement cette fille en exemple parce que je trouve t'as pas l'impression que c'est une grande gueule très genre girl boss, je m'en fous, je suis un requin et tout, tu vois, c'est pas en mode je trouve que c'est pas du tout cette énergie là et pourtant tout le monde la respecte, elle a fait une entreprise de dingue, franchement je suis hyper admirative de cette personne et qui est vraiment très gentille. Ah, trop bien. Bah, franchement, c'est une super idée. Donc, je vais essayer. C'est rigolo parce qu'avec Trop Bonne Trop Cool, je me rends compte qu'il y a des portes que je pensais pas du tout pouvoir pousser des gens un peu connus, entre gros guillemets, tu vois. Mais, et en final, en général, les gens me disent oui. Donc, écoute, je vais essayer. Ce sera mon challenge de l'année d'essayer d'aller chercher Justine. Ah bah, je l'écouterai avec grand plaisir, cet épisode. Bah, merci beaucoup, Flore. En tout cas, c'était vraiment trop cool comme épisode. On a abordé des sujets qu'on n'avait pas abordés encore jusqu'ici. Donc, merci pour ton partage transparent sur ce que tu ressens, sur comment tu vis toutes ces débordements d'émotions. C'était trop chouette. Bah, merci beaucoup pour ton invitation. C'était trop sympa de pouvoir discuter avec toi. J'adorais. Avec grand, grand plaisir. Bah, merci aux auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'il nous a plu à l'enregistrement. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Trop Bonne Trop Cool le café. On est en plein été, mais Trop Bonne Trop Cool, ça continue. Je voulais pas vous laisser seul sur la plage sans podcast parce que tous les gros podcasts s'arrêtent l'été et je me devais d'être dans vos oreilles cet été. Donc merci encore pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast, donc ça me touche de fou. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de streaming que vous utilisez, ça soutient ce podcast fait maison. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, des bisous, à bientôt Flore. À bientôt.